Au début, ils nous ont dit dans un premier temps que c'était une sorte de fièvre venue de Chine. Certains organismes des Nations Unies et quelques fondations avaient même discrètement acheté des housses en plastique en prévision afin que les cadavres ne jonchent pas les rues en Afrique. Et devant la contradiction, les vérités des grands spécialistes, des grands professeurs qui chaque jour à la télévision disaient des choses qui changeaient au fil des heures, devant leurs atermoiements et même leurs bagarres par médias interposés sur les traitements, sur la prévention, sur l'évolution du virus, l'Afrique a compris que pour une fois, le Nord était dépassé, qu'il n'avait pas la solution, que les grands professeurs, qui s'étaient par moments presque substitués à Dieu, découvraient l'immensité de leur ignorance. Les subsahariens ont découvert à l'occasion que l'hydroxychloroquine, avec lequel on les soigne depuis tant de décennies, qu'on donnait jusque dans les écoles, était considérée comme produit dangereux, qu'elle pouvait être mauvaise pour le cœur et qu'elle n'était finalement faite que pour nous autres. Bref, devant les tâtonnements des grands prêtres de la science, de la médecine, devant les errements des dirigeants, les Africains ont compris. Ils ont d'abord compris que le Nord n'avait pas la solution à tout. Le mythe s'est effondré. Avec la fermeture des frontières, alors que le virus était plus chez eux qu'au Sud, les Africains ont également compris les limites du catéchisme de la sacro-sainte solidarité internationale. Au pic de l'épidémie, la tendance était au chacun pour soi et Dieu te pousse. On a même assisté en mondovision, en pleine crise de masques, à une scène ubuesque où les Américains de l'administration Donald Trump faisaient monter les enchères sur le tarmac d'un aéroport en Chine pour piquer les masques destinés aux Européens. De l'autre côté, puisqu'on avait compris qu'il ne fallait sur ce coup compter que sur nous-mêmes, on a enfin pensé à nos richesses négligées. Jamais au sud du Sahara, on a autant recouru aux plantes. Jamais au sud du Sahara, on a autant vu les chercheurs, les biologistes retourner aux sources, revenir vers le village, vers la solution de grand-mère, jusque-là méprisée et négligée, quelquefois même raillée. Les décoctions de toutes sortes se sont multipliées, avec même des rites traditionnels anti-Covid-19 dans certains villages et chez certains praticiens. Qu'est-ce que les Africains ont pu boire comme produit du terroir depuis le début de cette pandémie? Gingembre, ail, curcumin, citronnelle, feuilles de baobab, quinqueliba, aloe vera, artémisia, tout y est passé. Et puisqu'en plus, chose qu'on ne précise pas assez, 99% des malades lors de la première vague guérissaient sans gros traitement, tous mettaient ce miracle au crédit de leur invention. Il y a, c'est vrai, des morts. Pas mal de victimes sont à déplorer dans cette pandémie de Covid-19, il ne faut pas s'en cacher. Mais sur ce coup, le ciel a eu pitié de l'Afrique. Personne n'explique jusque-là avec précision cette résilience, sinon par la grâce de Dieu. Certains ont parlé de jeunesse de la population, mais on n'a pas assisté à une hécatombe des vieux non plus. Bref, la relative résistance des Africains à ce virus reste inexpliquée. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, les grandes nations, les pays riches, ont cessé de parler de traitement, de médicaments. D'un coup, il n'était plus question que de vaccins. Le vaccin est devenu l'unique solution de sortie de pandémie. Alors a commencé la nouvelle bataille économique, la course au vaccin. À qui trouverait le vaccin miracle qui sauverait la planète? Oubliez les traditionnelles précautions et mesures obligatoires d'homologation qui régissaient cette activité jusque-là. Il faut dire que les chiffres des victimes égrenées chaque jour à la télévision n'accordent plus tellement de place aux nombreuses validations habituelles. Il faut y aller et vite. Alors on prend ce que proposent les laboratoires les plus pointus, tout en sachant qu'il s'agit pour eux aussi de se faire beaucoup d'argent. Il faut bien que dans ces circonstances, celui qui apporte la solution y trouve son compte, normal. Mais dans cette bataille industrielle, on s'aperçoit chaque jour qu'on joue un peu plus à la roulette russe avec certains de ces produits qui ont été faits avec des procédés scientifiques nouveaux, que l'on ne maîtrise que partiellement, avec des incidents sur certains vaccinés qui restent inexpliqués. Certaines nations africaines dans cette ambiance psychotique se sont elles aussi lancées par suivisme ou sous pression dans l'achat massif des vaccins. Et curieusement, d'un coup, dans cet environnement de gros sous, une certaine solidarité que l'on avait un peu perdue a repris le dessus. Il faut en vendre du vaccin aux Africains. Et si les États n'ont pas toujours les moyens d'en acheter beaucoup, les institutions internationales du genre OMS ou PAM, le Programme alimentaire mondial, et différents organismes vont les acheter pour les offrir aux nations pauvres. C'est la cohue. Deux initiatives principales ont donc été mises sur pied sur le continent africain pour assurer la livraison des vaccins. D'abord COVAX, une plateforme coordonnée par Gavi et l'OMS, entre autres.
L'UNICEF assure le transport et la livraison des vaccins, plus les accessoires comme les seringues, dans les pays en développement. Initialement, COVAX devait sécuriser 2 milliards de vaccins la première année. Plus récemment, cet objectif a été revu à la baisse. La plateforme s'est engagée à couvrir 3 à 20% des besoins en vaccins sur le continent pour protéger les personnes vulnérables au virus et le personnel soignant en priorité. La promesse a fondu un peu comme neige au soleil des tropiques. Seconde initiative, mise en place, l'African Union Initiative, sous le leadership de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Il a pour objectif une meilleure couverture des besoins en vaccins sur le continent. Augmenter la couverture planifiée de COVAX à hauteur de 40% en 2021 et 60% l'année suivante. En plus de l'approvisionnement par ces plateformes, les gouvernements ont, via des accords bilatéraux, acheté directement des doses de vaccins de la Chine, de Russie ou encore d'Inde. Tout ça est bien, très bien, puisque quelques millions d'Africains vont être vaccinés. Seulement, à y regarder de très près, est-ce qu'on ne se trompe pas encore une fois? Est-ce qu'on n'est pas encore là dans l'émotion suscitée par les chiffres des victimes? Est-ce que l'on n'est pas encore une fois en train de faire de la réalité du Nord celle du Sud? Est-ce que les dirigeants du Nord comme du Sud n'ont définitivement pas oublié de mettre à jour leur logiciel? Une mise à jour est indispensable. Il est révolu le temps où l'on décidait de la vaccination de tous sans l'avis des populations. Révolu la période où l'on débarquait un lundi dans les établissements de tout le pays, mettait les enfants en rang avec leurs maîtres et leurs professeurs et les vaccinait à la file indienne avec très souvent la même seringue. Le colon, puis les autorités qui les ont remplacés, n'offraient le choix à personne. C'était l'ordre quasi militaire. Aujourd'hui, les Africains ont envie de comprendre l'efficacité, de juger de la qualité du produit qu'on leur propose. Avant de leur offrir le précieux vaccin, il faut les mettre en confiance, leur expliquer sa composition. Il faut qu'on leur dise quels sont les effets indésirables, les avantages. Or là, on se comporte comme dans les temps anciens. On est gentil, on va vous offrir le vaccin, alors faites pas les difficiles. Mais c'est oublier que le cadre et les hommes ont changé. Nos parents disaient oui au commandant de cercle, puis au président fondateur et au grand timonier. Mais la nouvelle génération veut avoir son mot à dire et elle influence les choix des parents. Alors elle s'interroge sur ces vaccins. Et c'est le lieu d'évoquer les interrogations qui dominent. Sans revenir sur les incidents et les drames évoqués ça et là dans les médias occidentaux, se pose ici au sud du Sahara, plus que partout ailleurs, la question de son stockage. Les conditions recommandées de stockage et la nécessité d'avoir l'assurance de la qualité des chaînes de froid qui permettrait une bonne conservation des vaccins ont exclu à ce jour les possibilités pour des pays de recevoir des vaccins tels Pfizer ou Moderna. On sait très bien les difficultés qui existent en Afrique avec l'énergie à maintenir ces produits si délicats à la bonne température. L'énergie reste un luxe pour la majorité, notamment dans les zones rurales, dans les pays où même les salles d'opération manquent de l'électricité stable. Comment voulez-vous gérer l'énergie, la conservation de ces produits? Par ailleurs, tous ces vaccins ont une durée de validité particulièrement courte. Dans les conditions de température exigées, l'AstraZeneca, qui doit être conservé entre 2 et 8 degrés, est périmé au bout de 6 mois maxi. Pfizer, qui doit être conservé entre moins 80 et moins 60 degrés, dure lui aussi 6 mois. Moderna, que l'on doit conserver entre moins 25 et moins 15, a une durée de validité de 7 mois. Janssen, qui est la seule que l'on prend en une dose, doit être conservé entre 2 et 8 degrés. Il est périmé après seulement 3 mois. Oui, 3 mois. Le russe Sputnik 5, qui sert à la diplomatie économique russe, doit être conservé dans sa forme liquide à moins 18,5 degrés. Le chinois Sinovac, que je me suis fait injecter, personne ne sait exactement non plus sa période de validité. Comme on le voit donc, la shelf life, comme ils disent, c'est-à-dire la période de validité des vaccins, en général, est de 6 mois, dans les conditions de conservation recommandées par les fabricants. 3 mois pour J&J. Oui, 3 mois. 2 semaines ou encore 1 mois une fois que le produit a été exposé à des températures plus élevées que la norme recommandée par le fabricant. Autre élément qui incite à s'interroger sur la stratégie du vaccin en urgence, la formation du personnel devant administrer les vaccins, compte tenu de la sensibilité du produit. Quid de la gestion des stocks? Une fois la première dose reçue, il faut avoir sécurisé la deuxième dose pour que la protection soit efficace. Sans un système d'information intégré, il arrive que des pays soient en rupture de stock au moment où la deuxième dose de vaccin doit être donnée. J'arrête là l'inventaire qui montre bien qu'on a peut-être mis la charrue
avant les bœufs. Ces produits, tant dans les exigences de conservation que dans la période de validité, semblent difficilement gérables dans notre environnement africain. Si on ajoute à cela le fait que personne n'est capable de nous assurer le temps de protection que cela donne au final à ceux qui sont vaccinés, on peut aisément comprendre pourquoi les populations sont sceptiques. On peut expliquer pourquoi elles ne se pressent pas pour aller se vacciner. Le vaccin, ça protège pendant combien de temps en réalité? Doit-on le refaire à chaque saison de la grippe? Tous les ans? Tous les 5 ans? Personne ne répond. Sur ce coup, les populations africaines, comme celles du reste du monde, ont besoin d'être en confiance. Elles ont besoin qu'on leur apporte des réponses claires. Elles veulent comprendre pourquoi elles doivent aller se faire vacciner, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, la très respectable et puissante FDA, qui est la gendarme des vaccins et des médicaments, n'a à ce jour toujours pas approuvé de vaccin pour la COVID-19. Tenez, en février dernier, l'Afrique du Sud, à réception de la commande d'1 million de doses d'AstraZeneca venues d'Inde, s'est aperçu que le vaccin ne réagissait pas aux variants sud-africains. Le pays a dû revendre ses commandes à d'autres pays africains et accuser du retard dans la mise en œuvre de sa campagne vaccinale. Qui a tracé ces vaccins refusés par Pretoria? Où sont-ils aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Voilà pourquoi les centaines de millions de vaccins dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qu'ils soient achetés par les États africains ou offerts entre guillemets par les différentes plateformes et organismes, risquent de terminer leur course à la poubelle. Oui, à la poubelle. Soit parce que les Africains ne sont pas allés se vacciner, soit parce que les produits sont périmés en raison de leur trop courte période de validité. Au-delà de la chaîne du froid, qui n'est pas évidente à respecter, il faudra garder l'œil ouvert pour qu'on ne finisse pas par injecter des produits périmés dans certaines zones aux populations. Sérieusement, la pandémie de Covid-19 est grave.